Dans le cadre de la programmation Femmes de Fer dédiée à la lutte pour les droits des femmes, cette exposition, présentée durant tout le mois de mars 2021 dans le Square Créteil, a été créée par Guillaume Doisy, historien de la caricature, et Camille Besse, dessinatrice de presse. Ils sont tous deux intervenus dans des classes de Corbeil-Essonnes. Une rencontre était initialement prévue avec le public. En raison du contexte sanitaire, il vous est présenté une vidéo, l'échange entre l'historien et la dessinatrice autour du dessin de presse d'hier et d'aujourd'hui. Bonsoir Corbeil-Essonnois, Corbeil-Essonnoises, bonsoir tout le monde, même si on n'est pas très nombreux. Voilà, continuons notre projet Femmes de Fer. Après une première conférence filmée avec Rachel Silveira, nous avons ce soir la présence de Monsieur Guillaume Doisy, ainsi que Madame Camille Besse. Peut-être qu'on va commencer par se présenter, Camille. Oui. Tu commences ? Oui. Bonsoir. Donc je m'appelle Camille Besse, je suis dessinatrice de presse. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai publié mon premier dessin en 2008 dans Charlie Hebdo. On est en 2021. Et je travaille aujourd'hui pour à peu près une dizaine de médias. Je fais aussi un peu de bande dessinée. J'ai publié un album l'année dernière qui a été adapté en dessin animé. Voilà. C'est bon, Ouais, bon, ben voilà, moi je suis Guillaume Doisy. J'ai été invité en tant qu'historien du dessin de presse et de la caricature. Voilà, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Je ne sais pas si ça a de l'intérêt de montrer. Là, c'est un ouvrage sur le procédé de l'animalisation dans la caricature politique, un autre plus récent sur l'histoire de la presse, de la propagande, de la censure pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, j'ai travaillé sur des sujets assez divers. Je crée aussi des expositions didactiques et j'ai travaillé pour le mémorial de Caen. J'ai aussi récemment publié un roman, donc là c'est un exercice assez différent sur l'histoire d'un jeune dessinateur pendant une période de crise qu'est la Première Guerre mondiale, et on verra que je ferai des liens peut-être tout à l'heure entre l'époque contemporaine et cette période de crise qui a complètement chamboulé le regard qu'on a sur les dessinateurs de presse. Alors je voulais aussi dire qu'en tant qu'historien, il y a deux événements qui ont eu beaucoup d'importance dans ma vie. Le premier, c'est l'affaire des caricatures de Mahomet en 2005, puisque c'était l'année de la publication de mon premier livre. Et en fait, donc mon premier livre paraissait en décembre, au mois de décembre, c'était le centenaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et mon livre portait sur la caricature anticléricale. Et comme on s'en souvient, au mois de septembre 2005, le journal danois, le Jyllands-Posten, a publié des caricatures de Mahomet, et s'en est suivi toute une crise médiatique mondiale, la première crise de l'histoire mondiale autour de dessins de presse. Et dans mon livre, je publiais un certain nombre de caricatures de Mahomet, mais du 19e siècle. Ça n'était évidemment pas un télescopage, enfin si, ça a été un télescopage, ça n'était pas voulu. Alors c'est pas que on s'est interrogé évidemment sur la pertinence de publier ces images et d'éventuelles conséquences, mais c'est plus que voilà, l'historien il travaille sur un sujet qui est finalement assez secondaire, et soudain eh bien l'actualité fait que les feux médiatiques transforment le regard que la société a sur ce sujet. Donc ça a des conséquences assez importantes, puisque l'historien est sommé de prendre position régulièrement dans des débats qui sont extrêmement tendus. Et alors pendant des années, je me suis surtout intéressé en fait à la caricature du 19e siècle, et je me suis lié d'amitié à un certain nombre de dessinateurs, étrices, mais principalement des dessinateurs, puisqu'il y a peu de dessinatrices, on en reparlera, et notamment Charb et Honoré. Et voilà, comme on le sait, ce sont 2 des 5 dessinateurs qui ont été tués en janvier 2015. Donc une fois de plus, l'actualité a remis l'historien, enfin remis en cause le regard de l'historien sur tout ça. Voilà, ça a été quand même très compliqué de garder de la distance par rapport à tout ça.
Voilà, sur les présentations. Peut-être toi, tu as envie de dire un mot sur ces deux événements qui ont été marquants quand même sur le dessin de presse. Oui, après moi je suis pas très bien placée pour en parler. 2005, j'étais pas en France, j'étais à l'autre bout du monde, je travaillais en Inde. Je voyais ça de très très loin, mais vraiment de très très loin. Alors ça me passionnait, hein, mais je suivais ça plutôt comme un feuilleton. Voilà, je chopais les journaux français avec une semaine de retard, il n'y avait pas de connexion internet, donc c'était un peu mon petit feuilleton. Voilà, j'étais assez détachée. Et puis 2015, j'étais trop près pour avoir un avis pertinent. Je connaissais 8 des victimes, j'ai un peu explosé en vol. Donc Est-ce qu'après ça, tu t'es pas dit j'arrête le dessin, enfin, pas obligatoirement par peur personnelle, mais plutôt parce que c'est tellement accablant de voir des dessinateurs tués pour des dessins que... Alors, tu m'as rappelé tout à l'heure qu'on a fait une conférence dont je me rappelais plus 6 mois après, où je te disais que j'arrêterais peut-être. Je n'en ai aucun souvenir. Mais non, moi j'ai un souvenir d'une lassitude énorme. En fait, je crois que la réaction de tous les dessinateurs au lendemain des attentats, ça a été de dessiner à tout prix. De dessiner beaucoup, de montrer qu'on était vivant, de montrer que le dessin de presse n'était pas mort, que les terroristes n'avaient pas gagné, de leur donner tort. Donc il y a eu une réaction de dessiner encore plus. Moi, j'ai ouvert un compte Facebook en 2015. Je conchis Facebook, mais en 2015, il fallait que mes dessins soient vus. Il fallait montrer qu'on était là. Donc, il y a eu cette réaction. Et après, en ce qui me concerne, dans un second temps, j'ai eu l'excellente idée de me péter le bras droit. Donc, je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais quand j'ai vu mon bras avec 2 coudes supplémentaires, ma première réaction, ça a été « c'est fini, ouf !» Voilà. Il fallait que ça s'arrête. Mais est-ce que tu as le sentiment que cet attentat a modifié ta manière de vivre le dessin de presse, de travailler, C'est très compliqué à démêler entre le traumatisme personnel, individuel, le fait que c'était ma corporation qui était visée. Tout à coup, mon métier devenait un métier de victime. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est quand à chaque fois, je sais pas, je devenais l'attraction de la soirée, quoi. C'est Camille, elle a travaillé à Charlie. Oh, waouh, tu vois. Donc tout à coup, tu rentres dans l'histoire un peu au chausse-pied alors que t'as rien demandé à personne. Et pourtant, j'y étais pas. Hein. J'y travaillais plus à l'époque. Voilà, donc ça, je sais pas. Et en fait, il y a eu une autre conséquence dramatique à ces attentats, c'est que moi, j'ai plus travaillé. C'est sur un si petit corps de métier, quand il y a 5 morts, en fait, ça se voit. Et donc, moi, j'ai jamais autant dessiné qu'à partir de 2015 parce que j'ai eu plus de boulot, parce qu'il y avait des places à prendre. Parce que une des conséquences quand même, ça a été que, alors que, en gros, jusqu'à 2005, le dessin de presse était quand même largement en perte de vitesse, avec le recul de la presse, un regard de plus en plus indifférent par rapport au dessin de presse, là, soudain, cette surfocalisation sur le dessin, sur le métier, avec ce risque de polémique au moindre dessin, est-ce que toi, non, tu n'as pas eu ce sentiment que finalement ça devenait presque un métier intenable? Enfin, on le voit, des polémiques sur des dessins, il y en a tous les mois, tous les 2 mois, en France, à l'étranger. On est devenus des espèces de symboles. C'est-à-dire que dessinateur de presse, en fait, c'était symbole de la liberté d'expression. Même Marie-Claire m'a demandé un dessin. Enfin, je veux dire, c'était de bon ton, c'était à la mode, quoi. Je sais pas comment le dire. Il fallait avoir du dessin de presse dans ses pages pour montrer qu'on était dans le vent, quoi. Et qu'on était solidaires. C'était quoi la question ? si justement le risque que des dessins fassent des polémiques alors non. de manière systématique, ça avait oui, alors si, impacté ta c'était manière de chiant, travailler. mais ça devait être chiant pour Charlie. Enfin, c'était chiant à Charlie, parce qu'à Charlie, tout était scruté en permanence. Le moindre dessin était décortiqué pour savoir si c'était polémicable, enfin, si on ne pouvait pas faire un petit buzz là-dessus. Enfin, j'ai l'impression que c'était un peu ça. Moi, les médias où je bosse, j'avais pas vraiment ce problème-là. En fait, quand on fait un dessin, on s'adresse au lecteur du journal pour lequel on travaille. Sauf aller le coller sur tous les réseaux sociaux. Mais
Moi, je bosse pour des... Enfin, je pense qu'en 2015, on aurait pu dessiner Mahomet à poil dans Luma ou dans Cosette, pour citer 2 journaux pour lesquels je bossais à l'époque. Tout le monde s'en foutait. C'était pas un sujet. Oui, de toute façon, avant 2005, il y a eu un certain nombre de dessins sur Mahomet qui n'ont pas fait réagir. Tout le monde s'en foutait. Oui. Il a dû m'arriver depuis de dessiner Mahomet dans Marianne. Tout le monde s'en fout. Sauf que, depuis, il y a quand même des dessins qui font réagir et qui suscitent des polémiques, alors qu'ils ne paraissent ni à Charlie Hebdo, ils n'évoquent pas la religion. Donc, finalement, il y a une hypersensibilité bien au-delà de ces sujets. On l'a vu avec récemment le dessin de Xavier Gorce, du journal Le Monde. Là, on rentre sur un autre, sur une autre ligne. Ouais. Est-ce que c'est le procès du dessin de presse ou est-ce que c'est pas... En fait, je me demande, j'ai pas la réponse, hein, mais je me demande si ce dessin de Xavier Gorce avait été par exemple un tweet, l'équivalent mais sous forme de tweet, est-ce que ça aurait pas été le même bazar? Les gens adorent être indignés. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la course à l'indignation sur certains sujets. Que ce soit sous forme de dessin ou sous une autre forme. Après, le dessin est un vecteur qui est hyper efficace. Donc, un dessin sur Facebook, moi, ça m'est arrivé d'avoir un dessin qui fasse 1 million de vues en peu de temps. C'est pas possible de faire ça avec un texte. Enfin, je crois pas. Ou faut s'appeler Barack Obama, tu vois, mais... c'est peut-être juste que la rapidité et la facilité avec laquelle le dessin de presse envahit l'espace qui fait que ça fait plus réagir. Mais je crois que c'est plutôt le fond qui est à analyser que la forme sur ce coup-là. Mais je dis pas que j'ai raison. En tout cas, historiquement, les dessins ont toujours fait réagir. Et on a une vue faussée avec cette histoire de Charlie Hebdo, en pensant que c'est spécifiquement les dessins sur la religion et sur Mahomet, mais voilà, des exemples de dessins qui ont fait brutalement réagir dans le passé, même si on remonte en France à 1848, première élection présidentielle française, il y a 5 candidats, c'est une époque où on utilise beaucoup la caricature, le gouvernement de l'époque même fonde des journaux, paye des dessinateurs pour faire des caricatures contre les adversaires du candidat officiel, hein, qui s'appelle Cavaignac, et dans la rue, dans les villes de province, il y a un certain nombre de partisans de Louis-Napoléon Bonaparte, qui va gagner l'élection, qui attaquent des librairies, des devantures de journaux, des libraires, en exigeant que les caricatures soient déchirées, soient supprimées, soient retirées des devantures. Et pour certains passent à l'action. Hein. Il y a vraiment des libraires molestés. Donc, de toute façon, voilà, des réactions vives par rapport à des caricatures, il y en a énormément. D'ailleurs, dans les questions qu'on nous a posées et qu'on a envie de discuter ce soir, il y a évidemment des questions qui concernent le contemporain, mais aussi des questions qui concernent le passé. Et je peux évoquer une caricature très très ancienne qui a fait réagir et qui est assez intéressante. Donc tu nous diras si c'est un bon dessin, pas de presse, puisqu'à l'époque il n'y avait pas la presse. C'est une image en fait qui date des débuts de l'ère chrétienne. On voit un personnage en fait qui est un croyant, un chrétien, qui se prosterne devant un personnage crucifié. Donc c'est en fait Jésus qui a, particularité assez étonnante, une tête d'âne. Hein. Alors c'est un graffiti qu'on a retrouvé en fait au XIXe siècle en Italie, et on sait que cette image a vécu au IIIe ou IVe siècle de notre ère, parce qu'un certain nombre d'auteurs chrétiens récemment convertis au christianisme, eh bien, ont commenté ces images, ont dénoncé ces images, ont dénoncé le fait qu'à l'époque, des païens montraient des peintures dans l'espace public représentant justement Jésus avec une tête d'âne, devant lequel se prosternaient des faux chrétiens, en fait, hein, puisque pour eux, c'était des images injurieuses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le fondement là de la caricature. D'un côté, ceux qui créent ces images et qui pensent qu'elles vont avoir un impact, sur leur propre public, sur leurs amis, elles vont les faire rire, elles vont peut-être souder la communauté, elles vont peut-être leur faire encore plus détester l'adversaire. Tu disais qu'une image, un dessin de presse était hyper efficace
eux en tout cas le pensent, et pendant toute l'histoire de la caricature, ceux qui emploient ces images pensent qu'il y a cette efficacité. Et puis il y a très vite les réactions de ceux qui sont visés, qui sont des réactions outrées dans ces textes. C'est extraordinaire de voir la rage qu'ils ont contre cette méchanceté, contre leur Dieu. Et donc on a l'impression d'avoir tous les ingrédients de l'affaire des caricatures de 2005-2006, mais en fait on se rend compte que, à toutes les époques, la caricature, elle a été conçue comme ça, pour choquer, pour égratigner, voire pour aller plus loin, parfois instrumentalisée par les pouvoirs, et on a un espèce de continuum. Alors, peut-être qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un dessin de presse ? Alors, on pose souvent la question, qu'est-ce qu'un bon dessin de presse ? Je crois qu'il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'un dessin de presse, pourquoi finalement les journaux te font toi travailler, et puis on verra un peu pourquoi dans le passé on pouvait recourir au dessin de presse. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi, finalement, les journaux ? C'est trop compliqué. C'est compliqué. Un dessin de presse, c'est un regard particulier sur un fait de société ou d'actualité. C'est un angle particulier, un angle inattendu. C'est quoi un dessin de presse ? Une photo, par exemple, c'est aussi un angle inattendu. Le photographe, il va avoir un regard personnel. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Non, je suis en train de réfléchir à voix haute. D'accord. C'est l'efficacité, c'est l'immédiateté, c'est la lisibilité, la simplicité. Mais si on compare, par exemple, par rapport à un éditorial ou par rapport à un texte, puisque toi, tes dessins, ils sont dans un environnement éditorial, il y a des textes, il y a des articles, il y a des analyses. Pourquoi on a besoin de rajouter cette image ? Qu'est-ce qu'elle apporte en plus au lecteur qu'il n'y a pas dans les textes ? Alors ça dépend. Je pense que ça dépend complètement du contexte éditorial. Si tu vas dans un journal comme Charlie, le dessin se suffit à lui-même. Le dessin, il est le moyen, le but, le début, la fin. Si tu vas chez Marianne, ça devient plus intéressant. Parce que Marianne, il y a des dessins qui sont hors contexte, mais qui sont dans des pages dédiées au rire. Donc on sait où on est. On est dans les pages satiriques. Et tu as les dessins qui vont aller en regard de chronique. Donc là, déjà, on est à mi-chemin entre le dessin éditorial et le dessin d'illustration. Et là, à quoi sert le dessin ? C'est une question à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse. Et c'est s'interroger sur la ligne éditoriale d'un canard que de répondre à cette question, je crois. Est-ce qu'il sert à atténuer le propos ? Est-ce qu'il sert à le contrebalancer ? Marianne, c'est un journal où je ne suis pas d'accord avec la totalité de la ligne éditoriale. Il m'arrive de devoir illustrer des chroniques avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc quand je suis horriblement, atrocement pas d'accord, je crois que c'est le seul canard où il m'est arrivé de refuser d'illustrer un truc. De dire, je ne veux pas que mon nom soit associé à ce texte, donc tu me files une autre chronique à illustrer, je botte en touche. Parce qu'il faut que le dessin, là, aille dans le sens du texte. Pas tu ne peux pas proposer un Parfois, dessin... tu peux proposer un dessin qui aille contre le texte, mais c'est compliqué, ça dépend de l'auteur, car il y a des susceptibilités à ménager. Et parfois, tu peux passer à côté. Donc c'est ce qu'on essaye de faire d'habitude. On part du sujet qui nous est imposé, mais on décale tellement le regard qu'on raconte complètement autre chose. Et si on s'y prend bien, c'est une manière de dire « Hé les gars, là je suis pas d'accord ». Mais t'as pas toujours l'idée de génie qui te permet de te sortir de l'ornière de manière aussi élégante. Donc, mais ces dessins sont publiés. Donc je pense qu'il y a quand même une partie de la rédaction là-haut qui se dit que quand même, eux non plus, ils sont peut-être pas tout à fait d'accord avec le contenu de ce texte et que le dessin permet de rétablir l'équilibre sur une ligne éditoriale qui a été peut-être un peu dépassée dans un sens ou dans l'autre. Tu vois ce que... Ah oui, d'avoir deux points de vue. Quoi. Je réfléchis à voix haute. Vraiment, je n'affirme rien. Je me pose des questions. Alors tu parlais du dessin de Charlie Hebdo. Moi je pense que pour réfléchir aux fonctions du dessin, on peut comme ça prendre des exemples. Donc Charlie et Le Monde par exemple. Le dessin en une du Monde ne pourrait pas aller en une de Charlie Hebdo et vice-versa. C'est bien qu'il y a quand même des différences fondamentales entre les deux types de dessins. Moi je crois qu'il y a quand même un point commun, c'est la dimension ludique de l'image.
dans un environnement éditorial, un journal où il y a beaucoup de textes, on cherche quand même à apporter ce plaisir de voir, hein, parce que c'est très important. On est dans une société qui est fondamentalement gourmande en images. Il y a eu des périodes de notre histoire où certains ont essayé de bannir les images, mais voilà, depuis le Concile de Nicée, on a fait le choix des images. Et donc il y a cette dimension, on aime voir et on aime une certaine diversité. Dans le monde, le dessin, alors on parle de plan-tube bien sûr, va avoir une fonction éditoriale. On prend 2 sujets, on essaye de proposer, comme tu le disais, un pas de côté, un point de vue. Alors il y a un côté récréatif, mais il y a un côté aussi peut-être pour faire un peu réfléchir, pour amener le lecteur à voir un peu autrement. Je ne vois pas pourquoi tu souris. Voilà, c'est ta responsabilité, mais en tout cas c'est ça l'objectif du dessin éditorial, c'est d'apporter un éclairage qui évidemment va dans le sens de l'éditorial, qui va dans le sens des analyses du journal, mais un point de vue un petit peu différent qui va amener un petit plus. Mais il arrive en bout de chaîne. Hein. On focalise sur les dessins, mais le dessinateur, il arrive à la fin finalement de la fabrique médiatique. Il y a eu des reporters, il y a eu des éditorialistes, et le dessinateur, il est nourri de tout ça, et lui, il ne produit pas d'information. Il va produire un regard sur l'analyse de l'information. Donc il y a quand même une dimension ludique, une dimension réflexive, une dimension aussi, peut-être, voilà, la volonté d'amener du rire. Bon, voilà, de l'humour et du rire, ça c'est très important dans un contexte sérieux. On veut quelque chose d'un peu récréatif. À Charlie Hebdo, c'est quand même très différent. C'est-à-dire qu'il y a un côté régressif qui est revendiqué. C'est-à-dire qu'avant de réfléchir, on veut égratigner, on veut marquer une forme d'impertinence, et on veut rire, mais le gros rire, voilà, on veut s'amuser. Enfin, Charles, il disait ça, il disait, en gros, on analyse nos dessins comme si c'était des dictionnaires sérieux, mais nous, on est là pour rire, quoi. Bon, il disait déconner, j'oserais pas utiliser ce terme, mais c'était ça l'objectif quand même, le plaisir de la caricature, voilà. Donc on a quand même 2 fonctions très différentes, et toi, finalement, quand tu dessines, tu serais plutôt de quel côté? Est-ce que tu es dans les 2? Est-ce qu'il y a d'autres fonctions que tu vois ou Non, je pensais à une autre fonction, mais alors là, il faudrait interroger un directeur artistique. Je pense que le dessin peut, dans certains canards aussi, avoir une dimension purement esthétique. C'est un espace de respiration. Dans une maquette, ça peut être très important. Le directeur artistique de Cosette, je sais, court après l'espace comme après l'air pur. Et pour lui, mettre du dessin, c'est aussi une manière de mettre de l'espace dans sa maquette. De mettre des temps de pause visuelle, parce que finalement, un dessin, c'est beaucoup moins dense et riche. Enfin, en tout cas, mes dessins, qu'une photo. Il y a beaucoup de blanc. Voilà, il y a beaucoup de blanc. Ça peut aussi, je crois, d'un point de vue esthétique, avoir cette dimension-là. Après, moi, à quoi correspondent mes dessins? Je pense que je suis pas sur la ligne Charlie. Le dessin est très rarement gratuit, en ce qui me concerne. Il y a souvent un propos politique derrière, il y a souvent un propos un tant soit peu analytique. Même s'il se planque bien, souvent, tu dis politique analytique, est-ce que c'est finalement le dessin est militant? Est-ce que tu emploierais cette expression? Alors, non, sans aller jusqu'au militantisme, en tout cas, il donne un point de vue. Il parle de moi. Il parle de qui je suis et de comment je pense. C'est pas forcément du militantisme. Mais la blague gratos, juste pour faire sourire, juste pour faire rire, ça m'arrive d'avoir ces idées-là, et d'avoir ces bonnes idées-là. Mais mon cerveau a pas trop tendance à aller par là. Il a tendance à se planquer derrière un fond sérieux. Et alors le dessin qui exprime un point de vue, comme tu le dis, est-ce qu'il vise à convaincre? Est-ce qu'il vise à ébranler éventuellement une conviction? On prêche des convaincus toute la journée. Donc malheureusement non. Faut pas oublier qu'on est dans des contextes éditoriaux particuliers. Pour moi, le dessin de presse, enfin quand je parle de dessin de presse, je parle de dessins publiés dans des journaux avec des lignes éditoriales données et qui s'adressent à des lecteurs donnés. Je ne parle pas d'un dessin qui est en train de se balader à tout vent sur les réseaux. Un des savoir-faire nécessaires aux dessinateurs de presse, c'est de s'adapter à une ligne éditoriale. Et c'est quelque chose que je sais faire. Donc un dessin que je propose à Cosette n'est pas un dessin que je propose à Marianne et n'est pas un dessin que je propose au Pèlerin. Tu vois, ou à l'Huma, enfin bref.
Peut y avoir des ponts entre ces différents canards sur différents sujets, mais globalement, c'est des lectorats différents. Et je m'adresse à eux de manière différente et je leur propose des choses avec lesquelles ils vont être d'accord. Tout simplement parce que si je leur propose des trucs avec lesquels ils ne vont pas être d'accord, on ne va pas me passer le dessin. Donc il y a vraiment une vraie adaptation du dessinateur. Ça, souvent, on n'imagine pas ce côté-là. On a l'impression que le dessinateur, voilà, il est libre de dessiner exclusivement ce qu'il veut, alors quand Plantu explique son travail, il dit que de toute façon, les sujets lui sont imposés par la rédaction. Mais donc, le dessinateur de presse, c'est une couleuvre, quelque part, non? Ça dépend des canards, ça dépend des dessinateurs. On peut avoir la chance de bosser pour un canard qui corresponde exactement à ce qu'on a envie de faire. J'imagine que les dessinateurs de Charlie sont très heureux à Charlie, ça leur suffit. Ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, comme ils ont envie de le faire, et tout va bien dans le meilleur des mondes, et le public est averti, et tout se passe très bien. Des dessinateurs comme moi qui sont... je peux pas dire que je suis une mercenaire parce que je vais jamais signer un dessin avec lequel je ne suis pas d'accord. Donc je m'adapte aux contraintes qui me sont données à chaque fois. Donc les contraintes, c'est plus le ton que le contenu, en fait. Alors, oui, non, alors, par exemple, il y a des cas... 1, 2, 3... Le Pèlerin, qui est vraiment le journal qui est très, très, très loin de moi. Je suis une laïcarde convaincue, je bosse au Pèlerin. Ils sont pas cons. Ils font appel à moi, mais c'est eux qui donnent le sujet. Et donc chaque semaine, ils me proposent un sujet qui est parfaitement apolitique et sur lequel je peux aller aussi loin que je veux. Je ne ferai de mal à personne. Je ne veux pas je ne blesserai personne. Voilà. Et alors, Le Pèlerin, c'est peut-être le seul journal sur lequel j'ai des petits espaces de militantisme qui restent parce que il y a tellement de choses à faire que... Non, c'est une blague que j'ai avec la personne qui me passe les... Je sais pas si je peux le dire en public. Et comment? Non, on peut passer à autre chose. Un jour, j'arriverai à dessiner un couple homo en train de pouponner dans vos pages. Tu vois, c'est mon but dans la vie. C'est pas possible encore. Non, c'est super pas possible. Ça va venir. Mais tu vois, j'essaye de louvoyer. Mais non, mais un jour, j'y arriverai. Non, il m'arrive, à travers un détail, alors il y a peut-être que moi qui le vois, mais d'arriver à passer des choses un tout petit peu militantes. Et grâce au fait qu'un tel est en vacances et qu'un tel avait pas le temps ce matin-là, ça peut passer de temps en temps, quoi. Mais c'est rare. Alors, historiquement, le dessin a été quand même beaucoup militant, puisque dans les journaux politiques, les journaux qui étaient beaucoup plus politisés que maintenant, les dessinateurs étaient invités à défendre une ligne extrêmement, précise, et à attaquer les adversaires, voilà, que ce soit dans des journaux d'extrême gauche, d'extrême droite, à l'époque de l'affaire Dreyfus, avant, après, dans les années 30. Donc là, on est vraiment pas tout à fait dans le dessin éditorial, on est vraiment dans le dessin de commande presque, et de propagande. Je voulais relever une contradiction. Il me semble que tu as tenu des propos contradictoires. Tu dis que tu passes ta vie à prêcher des convaincus, et tu as en même temps parlé de l'hyper-efficacité du dessin de presse. Donc si un dessin de presse est efficace, c'est pas pour convaincre, c'est pourquoi alors? C'est pour être lu, tout simplement. Enfin, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne comprends pas trop le but de ta question. Tu parles d'une efficacité du dessin de presse. Si finalement il faut être en accord parfait avec le dessin pour en recevoir le sel, on va dire... Ah non, je dis pas ça. C'est pas ça que je dis. Moi, mon problème, c'est que je m'adresse à des gens qui achètent un journal. Et je vends à ce journal des dessins où mon directeur artistique sait que le lecteur sera d'accord avec. Sinon, il ne me le prend pas. Du coup, je m'adresse forcément à un convaincu. Donc l'efficacité, c'est dans le fait de pouvoir contenter le lecteur, oui, et faire passer une idée que de toute façon il attend. Parce que cette idée en fait de l'efficacité, on parle du pouvoir de l'image. Il y a plein d'écrits dans le passé sur le pouvoir de l'image, et en fait c'est le fondement même de la caricature et de l'image satirique, c'est-à-dire que ceux qui emploient ces images pendant très longtemps sont persuadés qu'elles vont leur permettre d'atteindre leur but.
Et c'est le cas, par exemple, dans les années 1830, il y a une bagarre entre Daumier, Philippon, le journal La Caricature, c'est vraiment le début du dessin de presse, et le roi Louis-Philippe. Et le journal est persuadé qu'ils vont mettre par terre Louis-Philippe grâce à leur dessin. Ils l'écrivent, voilà, il n'y a pas de problème. Et on a l'impression que le pouvoir est aussi persuadé de ça, puisque le pouvoir multiplie les amendes, multiplie les saisies, met en prison Daumier et Philippon qui dirigent ces journaux. Donc il y a cette espèce de bras de fer. Et quand en 1835, Louis-Philippe essuie un attentat raté contre sa personne, en août, il y a des lois de censure qui sont votées en septembre, et du jour au lendemain, la caricature politique s'arrête. On ne dessine plus que, en gros, des dessins d'humour. Ça montre bien que, finalement, les dessins très nombreux qui ont attaqué le pouvoir ont été incapables de l'ébranler. Et d'un autre côté, ça montre aussi que le pouvoir a surestimé la capacité des dessins à entraîner les gens, à les mettre en mouvement. Alors, en fait, depuis la Révolution française, c'est assez incroyable, mais pendant la Révolution française paraît le premier recueil en fait, de caricatures, et celui qui publie ce recueil, c'est un royaliste. Et il dit la Révolution française, elle n'a pas été provoquée par des gens, elle a été provoquée par les caricatures. Ce sont les protestants qui ont publié des caricatures qui ont poussé, grâce à ces caricatures, les gens à se mettre en révolution. Et ce qui a justifié tout au long du XIXe siècle la censure. C'est-à-dire qu'on pensait à l'époque que les caricatures pouvaient réellement modifier non seulement le regard des gens sur une question, une idée, un point de vue, mais en plus les mettre en action, donc les mobiliser sur le terrain social. C'est là où voilà, je te titillais un peu sur cette question de l'efficacité. Est-ce que derrière ce mot, tu penses qu'il y a une efficacité à convaincre, à apporter des messages à faire réagir, en tout cas, oui. Mais alors ça, tu t'en rends compte quand tu sors de ton canard. Il y a pas... je le fais jamais, mais là, je l'ai fait. J'ai mis un dessin sur Facebook. Un dessin qui n'avait pas été publié, donc qui était libre de tout contexte éditorial, qui sortait vraiment de nulle part. Un dessin sur... les multiples scandales d'inceste, et notamment d'inceste pédophile. Et j'ai halluciné sur l'avalanche de réactions qu'il y a eu. Et c'est des réactions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, ce dessin a été d'une efficacité, là, mais je ne l'ai même pas cherché. Et ce panneau-là de commentaires, c'est muet en assez peu de temps. Bon, passé les 3 qui disent « Ah, c'est immonde, c'est dégueulasse ». En fait, c'est un endroit où les gens ont fait leur coming out, où des femmes violées ont commencé à raconter ce qui leur était arrivé, ont commencé à dire « Bah oui, moi aussi ». Et tout à coup, c'est devenu un lieu d'échange, un lieu de débat sur la manière dont on peut ou pas parler de ça, sur la manière dont ça peut ou pas libérer la parole. J'ai eu une nana quand même qui m'a remerciée pour ce dessin qui lui permettait aujourd'hui de s'exprimer et de dire à ses proches ce qui lui était arrivé. Enfin, un espèce de machin qui m'a totalement dépassée. Et... Enfin voilà, ce dessin s'est retrouvé puissant, puissamment efficace et avec un pouvoir que je cherchais même pas, quoi. Enfin, voilà. Presque un pouvoir cathartique, une fonction cathartique du dessin de presse. Qui était même pas le but de... Ouais. Moi, j'étais juste là pour mettre un espèce de coup de gueule un peu violent et vlati pas que je me retrouve à être une espèce de bureau d'enregistrement des plaintes. Waouh. Alors, on a tous les deux créé cette exposition Les droits des femmes de Daumier à nos jours. Et il y a quand même une question qui se pose. Il y a très peu de dessinatrices de presse. Et tu nous as pas dit pourquoi toi, tu as eu envie à un moment donné de devenir dessinatrice dans un monde qui en comprenait si peu et qui en comprend toujours si peu. Qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant ? Alors déjà, je ne le savais pas qu'il n'y avait pas de dessinatrice au moment où je suis devenue dessinatrice. Parce que moi, j'arrivais à Charlie en même temps que Coco, et puis il y avait déjà Catherine. Donc ça faisait quand même un bon ratio. Parce que je ne savais pas qu'il n'y en avait aucune autre ailleurs. Voilà. Mais... Non, moi je suis arrivée au dessin de presse un peu par hasard. Je raconte toute ma vie là ou je réponds... Il ne faut pas que ce soit trop long. Non, ce qui est important justement dans le fait que tu es une femme, dessinatrice... Oui. Non, le fait que je sois une femme n'est pas un sujet, je crois.
Pourtant, si peu de femmes sont mais allées vers le dessin devient... de presse, donc ça devient un sujet quand même. Alors, ok. Il y a plusieurs trucs qui rentrent en compte. Faire du dessin de presse, déjà, ça concerne très peu de gens. Hommes et femmes confondus, on est déjà très très peu nombreux. Donc il faut déjà être quelqu'un de particulier pour arriver à là, je crois. Avoir envie de faire ça et avoir envie de l'apprendre. Il faut beaucoup de temps pour devenir un bon dessinateur de presse. Un de mes aînés, mais je ne sais plus lequel, m'avait dit quand j'étais petite, il faut 10 ans pour devenir dessinateur de presse. Donc aujourd'hui, je sais qu'il avait raison. Il faut 10 ans pour devenir dessinateur de presse. Donc c'est-à-dire que pendant 10 ans, tu fais des trucs qui sont plus ou moins finis et plus ou moins bons, mais globalement, tu galères. Et tu galères aussi avant ton boulot et tu crèves la dalle. Or, quand on est une nana, on n'a pas la vie devant soi pour crever la dalle parce qu'il faut faire des enfants. Non, mais il y a vraiment un truc comme ça, je crois, qui rentre en ligne de compte. Il y a un autre truc, c'est que le dessin de presse, c'est un métier politique. C'est un métier où quand on prend son crayon, on dit « j'ai un truc à dire et vous allez m'écouter ». Et ça, c'est un truc quand même où dans notre éducation, c'est pas forcément évident de monter sur la table et de dire « maintenant, vous vous taisez, vous m'écoutez, c'est moi qui cause ». Longtemps, quand les débuts... pourtant, j'étais à Charlie, je veux dire... tout le début de ma vie de dessinatrice, je ne m'emparais que de sujets de société, jamais de sujets politiques. J'osais pas y aller, je me sentais pas légitime. Toujours ce fameux truc, les nanas ne se sentent jamais légitimes à s'emparer d'un sujet dans lequel elles ne sont pas expertes. Donc je parlais d'écologie, je parlais des relations intergénérationnelles, je parlais de trucs qui faisaient de mal à personne, en gros. Je me serais jamais attaquée à du dur. Parce que, pas légitime, pas experte, pas les compétences. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que personne n'y connaissait rien et que ça n'empêchait pas de faire des bons dessins. Mais ça, il m'a fallu vachement de temps. Et en Allemagne, on parle de femme quota. Est-ce que tu as l'impression parfois d'être une femme quota? C'est-à-dire d'être invitée avant tout parce que tu es une femme et pas parce que tu es une dessinatrice géniale. Eh bien voilà, nous avons une femme quota. Nous sommes très heureux de vous la présenter. Merci. Oui. Il y a pas mal de canards qui me font bosser parce que je suis une nana. Je suis rentrée à Cosette qui m'a salariée parce que j'étais une femme. C'était un journal féminin qui s'adressait à des nanas, qui avait une ligne féministe. Il ne pouvait décemment pas prendre un homme. Je suis rentrée au journal des activités sociales parce qu'ils avaient un mec et qui voulait de la parité partout. Du coup, il leur fallait une nana. Là, le monde qui m'appelle pour la newsletter essaye de me faire croire que mon sexe n'y est pour rien. Je suis pas totalement stupide, les gars. Sur 4 dessinateurs, vous avez 2 gonzesses. Me faites pas croire que c'est un hasard. Bon, voilà. Oui, je pense que je suis une femme quota. Alors, historiquement, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait très peu de femmes, mais ça, c'est assez connu. Je voulais montrer, et peut-être te faire réagir. Voilà un dessin totalement exceptionnel. En fait, il s'agit d'un dessin publié par le journal Le Rire, qui est un journal d'humour très, très connu à la Belle Époque. Une fois par semaine, les dessinateurs se ruent au journal pour présenter leur production de la semaine au directeur ou au rédacteur en chef, directeur artistique, et évidemment en espérant que leur dessin soit retenu. Et là, très exceptionnellement, on voit une femme représentée au centre du dessin. Cette femme elle-même tient des dessins, donc on peut en déduire qu'elle est dessinatrice, ce qui est le cas. Et en fait, c'est la seule représentation sur des dizaines et des centaines de milliers de caricatures que j'ai pu dépouiller, sur lesquelles on a une dessinatrice. Alors à la fin du 19e siècle, il y avait cette dessinatrice qui était en fait une journaliste principalement, qui dessinait un peu, qui s'appelait Gyp, qui était d'extrême droite. Et à part elle, tout au long du 19e siècle, on n'en a pas d'autres. Et au 20e siècle, en fait, donc on a la génération des dessinatrices de gauche qui dessinent à Charlie. Avant elle, on a aussi une autre dessinatrice, Catherine Bonnet, qui est une dessinatrice féministe. Et avant, il y a une dessinatrice d'extrême droite qui s'appelle Char, qui n'est pas très connue, qui dessine toujours, qui dessine depuis 50 ans, en fait. Et à part ça, eh bien, Et elle publie encore où? Oui, dans les journaux d'extrême droite, que je ne vais pas obligatoirement citer, mais en tout cas, voilà. Et c'est finalement la première femme à être devenue une dessinatrice régulière en France. Eh bien, c'est cette femme-là, et c'est à l'extrême droite que c'est arrivé. Donc, de toute façon, en effet, tu disais, finalement, imaginer qu'une femme puisse avoir un point de vue pertinent sur l'actualité politique,
pendant très longtemps, ça a été totalement impensable, d'où la difficulté et d'où le fait que la plupart des femmes dessinatrices se dirigent vers l'illustration ou la bande dessinée plus que vers le dessin de presse. Alors heureusement, c'est un petit peu en train de changer. Et est-ce qu'une femme dessinatrice de presse va dessiner un peu différemment, va apporter un regard un peu différent, bon, c'est une question un peu bateau, mais qu'un homme? Tu dis que Cosette était obligée de prendre une femme, mais est-ce qu'elle aurait pris un homme? Ça aurait été très différent. Alors, je ne suis pas sûre de la réponse. Parfois, on me demande est-ce qu'il y a un trait féminin? Non, j'y crois pas. Moi, si je sais une Bess, c'est que je voulais pas qu'on sache que j'étais une nana au départ. Donc, Bess ne donnait aucun indice sur mon sexe et ça m'allait très bien comme ça. J'étais persuadée que non, que mon dessin était l'équivalent de celui d'un homme et qu'il n'y avait pas de... Aujourd'hui, j'en suis moins sûre. Je crois que sur certains sujets, j'ai quand même un regard ou des idées que les hommes auraient eu moins facilement. Bon, en se creusant la nénette, ils auraient fini par les avoir. Hein, mais parce que l'homme n'aurait pas été féministe comme toi? C'est pas une sorte de féminisme ou pas. Non, c'est une histoire de vécu et de regard sur ce qu'est une femme et sur ce qu'est un homme. Et il y a peut-être des sujets... Attends, je vais t'en sortir. Regarde, c'est le moment où je sors mes petits sujets. Ah oui, parce que moi j'ai montré des images, toi aucune, mais donc ouais. tu as du retard. Alors, c'est plus une histoire de sujet. Regarde. Celui-là, j'en suis très contente, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'un homme aurait fait ce dessin? Sur les règles, est-ce qu'il aurait fait ça? J'en sais rien, mais... Pas sûr. Mais en fait, j'ai jamais vu de dessin de presse sur les règles. C'est pas un sujet, parce que dans la société, c'est pas un sujet. Ah, peut-être dans Charlie Hebdo, mais ça aurait été pour faire... Oui, mais ça aurait été de manière trash, et c'est pour en faire un... Voilà, je sais pas. Peut-être ce dessin, tu peux quand même dire ce que tu as voulu... il est paru dans un Alors, journal? ce dessin n'est pas paru dans un journal, il est paru sur les réseaux dans le cadre d'une campagne sur la précarité menstruelle qui m'a été commandée par l'université Paris-Saclay. Voilà. Donc, il y avait une affiche et une dizaine de dessins. Et quand je suis tombée sur celui-là, j'étais hyper contente. Tu sais, ça fait partie des idées où quand tu le fais, tu fais « mais c'est tellement évident », mais bien sûr. Non, parce qu'en fait, ce petit bonhomme, c'est moi. Est-ce qu'un homme peut se dire que ce petit bonhomme, c'est lui, tu vois? Il paraît qu'on met toujours beaucoup de soi. Ou alors, il se serait identifié au loup. J'en sais rien. Mais j'en sais rien. Attends, j'en avais un autre auquel je pensais. Celui-là, peut-être, non. Attends, je vais trouver. Oui, j'attends. Sur le désir et le plaisir féminin, est-ce que les hommes s'emparent de ce truc-là? Il y a un... Tu vois, alors là, j'en ai un, bon, c'est mignon, hein. Un homme avec sa carte du tendre et un truc qui dit « Hey, les nichons aussi !» Ah oui, tu vois. Alors déjà, il faut le savoir, et puis après, il faut pouvoir le mettre en scène. J'en ai pas mal, en fait, sur le désir féminin. J'ai ma Macarena post-coïtale aussi, que j'aime beaucoup. Ah oui. Donc finalement, la dessinatrice parle mieux de la condition féminine, en fait, et pas obligatoirement du féminisme, mais de la condition féminine. Ce serait tu vois, on reproche beaucoup aux mâles blancs de plus de 50 ans, blablabla, de s'emparer de sujets pour lesquels il n'est pas concerné. Sur les questions relatives aux femmes, que ce soit le sexe, la santé, etc., on ne peut rien me reprocher, je suis dans la bonne case. Et peut-être que ça me donne plus de liberté. Peut-être. Et est-ce que, justement, en tant que femme, dessinatrice, tu n'as pas envie de pousser, justement, très loin ce genre de dessin pour faire tomber des tabous? Alors, quand on regarde les dessins de Coco, par exemple, elle va très fort sur le sexe. Elle est moins allusive que toi, quelque part. On sent qu'il y a une volonté. Alors, il y a le support qui veut ça. Hein, il y a Charlie Hebdo, mais il y a quand même une volonté d'aller très, très loin et de franchir des lignes rouges qui n'ont jamais encore été franchies et presque d'être à la limite de la provocation pornographique, quelque part. Ouais. Oui, mais oui, heureusement. Après, elle a ce support qui lui permet de le faire. Là, je suis dans Cosette. Hein. On est plus soft. Pas de pornographie. Alors justement, puisque on parle... tu as montré des dessins quand même un peu déshabillés.
avec des personnages un peu déshabillés, même beaucoup déshabillés. Est-ce qu'il y a des limites, que toi tu fixes des limites à tes propres dessins? Tu parlais de la ligne éditoriale tout à l'heure, et du fait d'épouser cette ligne et de t'adapter. Est-ce que parfois tu te dis non, là c'est une forme d'autocensure? Comment tu vois ça? On parle beaucoup de censure aujourd'hui, du fait que finalement le dessinateur n'est pas libre. Bon, historiquement la censure, hein, elle est imposée par les États. La loi de 1881 a beaucoup bousculé les choses. D'ailleurs, la loi de 1881 apporte quelque chose de très important pour les femmes qu'on ne sait pas. C'est que pour la première fois de l'histoire, les femmes peuvent fonder des journaux et en être les gérantes. Jusque-là, elles pouvaient fonder des journaux, mais il fallait absolument un gérant mâle. Et donc ça, c'est une grande différence qui permet à Marguerite Durand de fonder son journal La Fronde, qui est fait par des femmes, géré par des femmes, imprimé par des femmes. Et avant 1880, ça n'aurait pas été possible. Donc la liberté est donnée par cette loi. On sait bien quand même que la censure ne disparaît pas totalement. D'ailleurs, il y a des périodes de retour de ce qu'on appelle la censure préalable. Hein. Avant, le dessinateur ou la dessinatrice que tu es aurait dû soumettre son dessin à un bureau de censure, à quelqu'un de l'administration, un fonctionnaire, et il met son tampon ou il met pas son tampon. Et si tu as le tampon, tu peux publier. Il peut refuser 10 dessins de suite. Il n'a pas du tout obligation à justifier son refus. Donc 1880, c'est une vraie bascule. Et pourtant, aujourd'hui, on a le sentiment que voilà, jamais le dessin n'a été moins libre, quelque part, qu'aujourd'hui, avec ce regard permanent, alors éventuellement des réseaux sociaux, les communautarismes qui s'expriment. Donc, quelles sont les limites pour toi, finalement, du dessin de presse? Vaste question. Les limites sont celles du contexte éditorial. J'en reviens toujours là, hein, je suis désolée. Il y a la loi quand même. Oui, d'accord, il y a la loi. Donc non, j'ai pas le droit de faire d'appel à la haine raciale, j'ai pas le droit d'être homophobe, j'ai pas le droit d'être... c'est quoi le mot quand tu dis un truc qui est pas vrai de quelqu'un? Diffamation. Merci. Diffamatoire. Diffamatoire. Mais... Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas tellement envie de le faire, donc ça ne me contraint pas beaucoup au quotidien. Est-ce que tu penses par exemple que ces lois, elles sont justement par rapport à la liberté d'expression, par rapport à la liberté d'expression du dessinateur, est-ce que ces lois, elles sont justes ou elles sont trop contraignantes? Parce qu'au 19e siècle, il n'y avait pas ces lois quelque part, après 1881. Je me poser la question. D'accord. Okay. Et est-ce que tu as l'impression parfois quand même de t'auto-censurer pour de mauvaises raisons? Il ne s'agit pas de s'adapter à la ligne éditoriale, mais tu te dis là, je préfère quand même ne pas mettre en dessin cette idée ou de cette manière parce que je sens que, je sais pas, je vais blesser. On parle beaucoup du fait que le dessin, est-ce qu'on se permet de blesser les sensibilités, les croyants? Est-ce que ça, c'est des questions que tu te poses? Oui, c'est des questions que je me pose et j'y réponds très simplement. Si cette personne est blessée, elle n'a qu'à pas acheter ce journal. Non, la seule autocensure, c'est celle de est-ce que c'est un bon dessin ou est-ce que c'est pas un bon dessin. Si c'est un bon dessin, je le fais. Et alors, j'ai la chance de bosser pour Assez de Canard. Si parfois il m'arrive d'avoir un dessin, je me dis ah c'est con, je suis plus chez Charlie, ça aurait été bien, tu vois. Mais c'est assez rare parce que finalement, ce que je fais correspond plus à des lignes éditoriales de Canard pour lesquelles je bosse. Donc non, j'ai pas l'impression du tout, peut-être que je me mens à moi-même, hein, mais j'ai pas l'impression du tout de m'auto-censurer. Même sur les religions. Oui. Non, vraiment... Non, comme je te disais, si c'est d'histoire de sécurité, de dessiner Mahomet ou quoi, oui, j'ai déjà redessiné Mahomet depuis 2015, je pense dans Marianne au moins, peut-être même dans Cosette. En fait, tu vois, je peux même pas te le dire parce que c'est pas vraiment un sujet. C'est pas quelque chose auquel je fais gaffe. C'est pas... Si c'est dans l'actu, je le fais. Sur les... Enfin, voilà, quand il y a des fous de Dieu, quel que soit leur bord, qui font parler d'eux, on en parle. Et on en parle de la meilleure manière qui soit. Si cette manière implique de dessiner Mahomet, je vais dessiner Mahomet. Il se trouve qu'il y a de fortes chances pour que cette manière passe ailleurs, et donc je vais passer ailleurs. Mais c'est pas parce que je m'interdis de dessiner Mahomet, c'est parce que le dessin est meilleur en passant par un autre biais.
Non, par contre, à contrario, c'est rigolo parce que je bosse pour Cosette et Marianne, qui sont des journaux dont les lignes éditoriales changent ces dernières années, et changent dans des directions qui sont en train de s'éloigner. Il y a quelques années, c'était très raccord. Là, ça l'est de moins en moins. Et il y a des dessins que je fais dans Marianne que je ne ferai pas dans Cosette, mais pas pour les raisons qu'on peut croire. C'est juste que... Il y a des dessins que je fais dans Marianne pour faire chez Marianne, et il y a des dessins que je fais dans Cosette pour faire chez Cosette. En fait, j'ai envie de titiller un peu mon lecteur, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Cosette, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marianne. Et donc, à Marianne, je vais avoir tendance à tirer à gauche, et à Cosette, je vais avoir tendance à tirer à droite. Ou l'inverse, hein, selon le sujet. J'ai pas envie d'aller totalement dans le sens du vent, et j'ai envie de titiller un peu la personne à qui je m'adresse, à savoir le lecteur. Et voilà. Il y a des dessins où pour moi le contexte éditorial est vachement intéressant parce que je les fais pas au bon endroit mais sciemment. Je sais plus du tout d'où on est parti. C'est pas grave. En 2005, avec l'affaire des caricatures de Mahomet, suite à ça, il y a Cartooning for Peace qui a posé pour la première fois de l'histoire du dessin de presse la question de l'éthique justement du dessinateur de presse, en disant, bon voilà, il y avait un peu deux grandes lignes tranchées. D'un côté, il faut respecter les croyances, ça c'était Cartooning for Peace, il est inutile de blesser, il ne faut pas blesser inutilement. On peut s'attaquer aux institutions religieuses, mais pas à la croyance elle-même. Et de l'autre, il y avait Charlie Hebdo qui ne voulait pas ce genre de limite. Voilà, on peut parler d'un côté d'une espèce de sens des responsabilités et de l'autre, voilà, la conviction qui... Et toi, tu te situes donc plutôt du côté de la conviction, là, d'après ce que tu nous expliques. Charlie à mort. Ah, Charlie à mort. J'ai refusé de signer le truc de Cartooning for Peace. Il est hors de question de signer un truc pareil, c'est la mort du métier, quoi. Oui. Allez, commence à se poser la question de si on est en train de blesser quelqu'un, c'est... Oui, puis il y a tellement de revendications actuellement sur toutes les sacralités. Oui, on arrête de dessiner. Voilà. Alors, ce serait bien peut-être de parler des stéréotypes. Donc, la caricature et le dessin de presse utilisent des stéréotypes, des motifs, des symboles. Et quand on regarde, par exemple, les dessins antiracistes, on peut faire un lien entre la manière de représenter les différents personnages, voilà, les différentes origines sociales, on va dire, et le dessin colonial. On a une espèce de continuité dans les stéréotypes. J'ai bien parlé des dessins antiracistes. C'est-à-dire que les dessinateurs antiracistes vont quand même invoquer des stéréotypes, qu'on peut dire coloniaux, pour défendre justement une vision généreuse de la question. J'ai un exemple, mais je ne donnerai pas de nom. Mais voilà, ne serait-ce que le dessinateur Faujour, par exemple, qui a beaucoup dessiné contre le racisme. Il représente une femme noire qui va être opulente, avec des grosses lèvres, des cheveux obligatoirement crépus et comme ça. Et on est de toute évidence dans le stéréotype, sans parler de la couleur de la peau. Donc on est vraiment dans des stéréotypes formels qui peuvent être contestés. Par exemple, quand on regarde Tintin au Congo, on a ces stéréotypes-là. Et Faujour, sans l'avoir pensé, mais tout un tas de dessinateurs encore aujourd'hui, quand ils veulent représenter, on va dire un noir ou un maghrébin, ils sont dans des caricatures de ces... Ils créent un type, puisqu'il faut parler simple, on va dire. Oui. Mais toi, tu représentes des femmes, beaucoup de femmes, et est-ce que tu n'as pas l'impression, finalement, que les femmes que tu représentes, elles sont aussi assez caricaturales, elles peuvent alimenter un regard peut-être misogyne du dessinateur... misogyne et grillard, je sais pas moi. Elles sont pas sexes, mes nanas. Enfin, je veux dire, celle-là, elle est en train de jouir. Je sais pas si ça te donne envie, mais c'est pas. Enfin, pour moi, le corps féminin. Mais justement, elles sont pas sexes. C'est-à-dire qu'elles sont pas. Ce qui m'intéresse. Il y a une forme de dévalorisation ? Pas du tout, parce que les mecs sont pas mieux. Donc ce qui les différencie, c'est les nanas. Je leur fais 2 machins comme ça, c'est pour montrer qu'il y a des seins, et elles ont le cou un peu plus fin. Pour montrer que le visage celle-là, est elle a un cou très très large, pour le coup, mais... Et moins que lui. Moins que lui, d'accord. Non, les hommes n'ont pas de cou du tout, comme ça c'est réglé. Donc toi, tu fais pas de lèvres rouges, par exemple, ou très exceptionnellement, il faut que ça ait du sens, un sens particulier. Est-ce qu'à un moment donné, quand dans ces 10 années d'apprentissage du dessin, tu t'es dit, mais mes femmes, finalement, sont trop genrées,
sont trop sexy ou trop... Non, je me le pose pas en ces termes. En fait, ce qui m'importe quand je dessine, je me pose pas la question si ma nana elle est sexy ou pas, en fait. Est-ce qu'elle est efficace? C'est toujours ce truc. Est-ce que la posture est bonne? Est-ce que le trait est vivant? C'est vraiment plus des questions techniques qui vont m'animer. Ça fait 10 ans que j'essaye de dessiner avec un trait le plus vivant, le plus jeté possible, que j'essaye de faire le moins de traits possible, d'essayer de réduire le corps à sa plus simple expression, tout en gardant une justesse de position, que toutes les postures soient expressives. Si le cou il a cette inclinaison ou cette inclinaison, c'est pas pour rien. Si les épaules elles sont comme ça ou comme ça, c'est pas pour rien. Si le pied il est rentré ou dehors, c'est pas. En fait, ça a l'air d'être griffonné, mais c'est pas possible. Il faut que j'éteigne ce téléphone. Je suis désolée. C'est pas grave, on l'entend pas. Pardon. Non, ça peut avoir l'air jeté comme ça, mais en fait, chaque position et chaque élément est pensé. Mm-hmm. Mais savoir si la femme elle est belle ou pas, en fait, à aucun moment je me pose la question. Parce que, depuis un certain nombre d'années, il y a une espèce de dictature, justement, dans les représentations, pas que depuis un certain nombre d'années, c'est depuis un certain nombre de siècles, il y a une dictature formelle sur la représentation des femmes, une norme, qui correspond à chaque époque, fin du 19e siècle, femmes plutôt opulentes, là on est plutôt dans les femmes minces, etc. Est-ce que toi, tu as le sentiment de te positionner par rapport à ces stéréotypes, justement, de prendre le contre-pied de ces stéréotypes? De la publicité ou... J'essaye. Dans la mesure du possible, mes nanas sont pas très bien gaulées. Et c'est fait exprès. Parce que j'ai pas envie de... Enfin, on n'est pas dans Elle ou Marie-Claire, quoi. On est en train de... Je m'adresse à ma lectrice, et ma lectrice, non, elle rentre pas dans du 36, et puis c'est très bien comme ça. Après... Par exemple, voilà, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Quand je dessine une nana comme ça, en jupe, souvent, elle a les jambes comme des cannes. Mais c'est parce qu'en fait, si je lui fais un vrai mollet, tout à coup, je rentre dans une précision anatomique qui fait que le reste n'est pas raccord. Donc c'est un arrangement à chaque fois au cas par cas. Mais globalement, non, il faut... Non, j'essaye de faire des nanas pas trop bien gaulées, pas trop sexy, pas trop jolies, parce que cette injonction à être belle et bien gaulée m'emmerde, et que je vois pourquoi j'irai dans ce sens-là. J'essaye de mettre un peu des vieux, j'essaye de mettre un peu des personnes racisées. J'essaye de mettre un peu des gays, j'essaye de mettre un peu de tout, sauf qu'en fait, on a un gros problème quand on est dessinateur, c'est que tout ce qu'on fait a du sens, et qu'à la fin, ça brouille le message. Donc quand je mets un couple, souvent j'en fais un qui a les cheveux, souvent ça va tomber sur la nana parce qu'elle a les cheveux longs, c'est plus pratique. Je lui fais des cheveux très frisés. Très frisés, ça veut dire grosso merdo, je viens du sud. On se fout de savoir où, les deux petits ronds pour les joues sont marrons si on est plutôt basané et sont roses si on est plutôt clair. Si on est vraiment en Afrique, ok là je dessine des lèvres que d'habitude je ne dessine pas, mais on n'est pas non plus dans le truc très caricatural. En fait, j'en mets le minimum. Je mets le minimum d'infos et je m'emmerde pas trop. Et un gay, ça ressemble à quoi ? Tu le mets en couple. C'est tout. Deux hommes en couple. Deux hommes en train de se tenir par la main, ou deux femmes, et hop, on est bon. Non, sinon, ça ressemble à... J'ai un peu perdu le fil. Non, sur la manière de représenter. Ouais, j'essaye de mettre de la diversité. Voilà, non, mais c'est ça que je voulais dire. Le problème, c'est que ce que je fais a du sens. Et si par exemple, je parle de harcèlement, et que je dessine un mec en train de mettre la main au panier à une nana, et que le mec, je le fais noir, on va me dire « Ah, pourquoi il est noir c'est dur. » Je suis obligée de le faire blanc, j'ai pas le choix. Parce que sinon, les gens vont le lire autrement. Voilà. Il y a des trucs comme ça où là je sens que on peut appeler ça de la censure ou j'en sais rien. En tout cas, le politiquement correct, en tout cas, m'oblige à faire les choses dans un certain sens. C'est même pas une histoire politiquement correcte, c'est que sinon, je risque d'emmener le lecteur sur une fausse piste et il va lire mon dessin autrement. Il va pas lire un dessin sur les hommes qui agressent les femmes, il va lire un dessin sur les noirs qui agressent les femmes. Et on n'est plus dans le même canard.
Et est-ce que ce genre de discussion, tu en as avec ton rédacteur en chef ou celui qui te commande le dessin, qui te dit, ben tiens, finalement là, le dessin, j'ai l'impression de le comprendre différemment de ce que tu as probablement voulu dire. Quand on a discuté de ce petit échange, tu as dit que tu avais très envie qu'on parle de la manière dont le dessin était reçu, du lecteur, éventuellement des incompréhensions ou de la diversité des interprétations. Donc finalement, le dessin, il doit être très très borné, très très cadré pour ne pas échapper au sens que toi tu lui donnes. En fait, on a... Le dessin de presse, c'est comment dire ? C'est le moyen d'expression de l'immédiateté. Il faut qu'on aille au minimum, avec un minimum d'infos. Donc ces infos, il faut que ce soit les bonnes. Tu peux pas laisser la place au doute, jamais. Non, moi je voulais qu'on parle du lecteur pour dire qu'en fait, c'est en parlant avec Pascal Gros, mon collègue à Marianne, que ça m'a donné... Dessinateur de presse, oui, aussi. Oui, ça m'a donné envie de parler de ça. Il me disait, mais à chaque fois qu'on parle du lecteur de dessin de presse, c'est pour parler de celui qui fait chier. De celui qui n'est pas d'accord, de celui qui est outré, de celui qui est choqué, de celui dont la croyance a été offensée, etc. Il ne faut pas oublier que la plupart des lecteurs de dessin de presse sont des gens qui aiment le dessin de presse et qui l'apprécient et qui nous remercient et qui se marrent et qui ne vont pas chercher midi à 14h. Et enfin voilà, non, je voulais juste rendre un petit hommage aux lecteurs de dessin de presse, à mon lecteur, à mes lecteurs, pour dire le lecteur de dessin de presse, c'est un mec bien, c'est un mec qui se prend pas trop la tête, qui a juste envie de passer un bon moment, quoi. Voilà, juste rappeler un peu les fondamentaux. Mon métier, c'est pas d'être symbole de la liberté d'expression, c'est pas d'être fantassin de la démocratie. Mon métier, c'est de faire des petits dessins sans trop de prétention quand même la plupart du temps, quoi. Pour des gens que ça va faire marrer. Ou en tout cas à qui ça va faire plaisir. Ben moi je trouve qu'on devrait s'arrêter sur cet hymno lecteur. Et heureusement qu'il y a des lecteurs encore. Et...